Est-ce que c'est parfait? Donc, et moi, là, j'ai fait la petite introduction, mais je vais te laisser peut-être te présenter, Barbara, et nous parler là, de ton rôle à Ivado. Et donc, on entre dans le vif du sujet de l'atelier de maillage là, avec Ivado. Alors, merci beaucoup Claudine. Est-ce que vous m'entendez tous? Je Oui. veux m'assurer. Excellent. Donc, je vais me présenter, mais je vais aussi présenter ma collègue Vanessa Larry. Donc, Vanessa, en fait, va travailler avec moi pour cet atelier. Je vais vous présenter Ivado. Donc, ça devrait prendre à peu près 20-25 minutes. Et ensuite, on va travailler sur un exemple de projet. Puis, vous allez voir, en fait, on va peut-être faire des recommandations, on va poser des questions pour mieux, en fait, comprendre ce projet. Puis, finalement, c'est un petit peu comme si vous aviez une séance de, mmh, de travail avec Ivado collectif. Vous allez pouvoir voir un petit peu comment on travaille, puis le type de recommandations qu'on peut faire. Donc, voilà. Donc, la première partie, je vais vous présenter Ivado. Donc, est-ce que j'ai les droits pour partager mon écran? Ça devrait, si tu as un problème, je vais te. C'est Alida, je pense, je crois, qui va OK. t'autoriser si jamais tu as un. Ouais, ça devrait fonctionner. Alors, voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, voilà. Excellent, merci. Donc je me présente, je suis Barbara Decelle. Donc je vais faire la présentation en français. La plupart des slides, je crois, sauf une, sont en anglais. Puis si jamais vous avez des enjeux de compréhension, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit en français et en anglais ou en anglais. Ça va me faire plaisir de répondre dans les 2 langues. Donc je suis Barbara Decelle, je suis la conseillère à la recherche en santé chez Ivado. Je suis la personne, finalement, qui a une vue 360 degrés de tous nos projets, de tous nos programmes, en santé. Et c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui. Et il y a ma collègue aussi, Vanessa Alary. Donc elle, je vais la laisser se présenter, puis présenter rapidement son background parce que ça va vous donner une idée, des différents profils qu'on peut avoir parmi nos conseillers et puis comment ça peut être intéressant aussi de travailler avec des gens qui ont des, backgrounds totalement différents. Donc Vanessa. Merci Barbara. Donc, moi, c'est Vanessa Alary. Je suis conseillère transfert technologique et innovation chez Ivado. J'aide beaucoup Barbara là, dans des projets en santé comme ça. Puis, je me spécialise plus en culture, jeux vidéo et je l'axe cybersécurité aussi dans l'équipe. Et puis, rapidement, mon background, en fait, moi, j'ai commencé comme étant une artiste visuelle. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en muséologie scientifique, donc tout ce qui est des questions de culture musée. Puis, j'ai continué avec un doctorat interdisciplinaire sur les enjeux éthiques en sciences naturelles. Donc, c'est un peu plus vaste, un peu plus global. Et par la suite, je me suis réorientée là, pour faire la consultation en changement organisationnel et un MBA à HSC Montréal pour ensuite joindre l'équipe de Ivado. Donc, vous pouvez comprendre que j'ai autant une vue sur qu'est-ce qui se passe sur le plancher des vaches en industrie multinationale que plus en recherche, puis sur les enjeux éthiques. Et juste pour vous dire, on est 14 personnes comme moi dans l'équipe qui viennent de profils tout à fait variés. On a des gens en agronomie, en agroalimentaire, des gens plus en chimie. Donc, il y a vraiment tous les profils qui sont représentés, finance. Et on aime beaucoup faire des liens, communiquer dans l'équipe, là, c'est quoi les opportunités, puis faire des maillages dans l'écosystème. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, je te repasse la parole, Barbara. Merci beaucoup Vanessa. Donc en fait, donc Ivado. Donc Ivado, on est un institut, à but non lucratif, et on est financé par des fonds majoritairement, fédéraux. On a reçu une subvention Apogée dont le but est de stimuler, de soutenir la recherche en intelligence artificielle. Et comment on opérationnalise ça? Finalement, une grosse partie de notre travail va être de construire des ponts entre la recherche académique, donc l'excellence de la recherche académique en intelligence artificielle, vers ou avec des organisations qui vont vouloir valoriser leurs données. Donc, on a vraiment ce rôle de pont, de connecteur dans l'écosystème. Comment on travaille? Donc, on va supporter aussi la recherche. Donc, je vais juste enlever la petite barre qui m'empêche de voir. Voilà. Et donc, comme je disais, on va vraiment agir comme un pont, comme des connecteurs entre les individus, la recherche académique et les organisations. Donc, notre terrain de jeu, c'est quoi? Ben, c'est l'académique,
c'est les partenaires industriels, c'est aussi des partenaires internationaux. Et puis, quand on parle d'organisation, on va aussi bien parler d'industriels, donc d'organisations à but lucratif, que d'organisations finalement soit gouvernementales, soit des associations. Ça, c'est notre équipe. Donc, Vanessa a mentionné 14 conseillers au transfert et à l'innovation. Donc, ils sont répartis entre la 2e et la 3e rangée. Puis en haut, vous pouvez voir nos directeurs, dont Yoshua Bengio, qui est notre directeur scientifique. On aime bien aussi présenter notre écosystème parce que c'est ça qui fait partie c'est ça qui contribue énormément à notre richesse. Donc, pour bien comprendre comment on fonctionne, au centre, on a tous nos membres académiques. Donc, vous allez voir le MILA, qui est très connu pour son expertise en intelligence artificielle, mais on va aussi voir le consortium santé numérique, finalement, qui regroupe les forces de l'Université de Montréal en santé et en intelligence artificielle. Dans le cercle du milieu, on a tous nos partenaires, nos partenaires internationaux, comme EMS, donc c'est l'Institut de recherche mathématique pan-africain. On a aussi des partenaires réseau, comme le CQDM, ou donc là, je vais mentionner surtout ceux qui sont spécifiques à la santé, ou MedTech, finalement, qui sont des RSRI, et qui vont, entre autres, offrir des programmes de financement pour des projets avec des chercheurs et des industriels. Autour, vous pouvez voir tous nos membres industriels. Donc, vous pouvez voir qu'on en a quand même un bon nombre dans le secteur de la santé. On a Grey OS, je ne sais pas si vous en connaissez certains. On a aussi MIMS ou Alaya Care. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'on a des membres dans beaucoup de secteurs différents, avec des domaines différents. Et puis, là aussi, ça contribue beaucoup, finalement, à ce qu'on peut apporter à chacun de nos membres, parce qu'il y a des problèmes où la maturité numérique n'est pas la même, dépendamment du secteur. Donc, par exemple, en aéronautique, ils sont capables d'automatiser très facilement la collecte de données. Donc, ils sont capables d'avoir des algorithmes beaucoup plus matures que, par exemple, dans le secteur de la santé, où on sait qu'en intelligence artificielle, les données sont un enjeu très important. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à lever la main. J'aime bien quand c'est interactif. On a aussi 4 piliers stratégiques. Donc, on va travailler à soutenir la recherche. On fait aussi de la formation. Donc, on a des formations en synchrone, mais on a aussi des MOOC. Donc, c'est des cours en ligne. Certains sont gratuits ou très peu chers. Et toujours sur l'intelligence artificielle. On en a en santé d'ailleurs. Si ça vous intéresse, je vous enverrai un lien vers ce MOOC. On a aussi financé une formation sur l'interopérabilité dans le secteur de la santé, plus précisément, qui avait été organisée par l'ESPOM. On fait beaucoup d'activités de transfert et de partenariat. Donc là, on va vraiment connecter un chercheur avec une organisation. Et puis, on a très à cœur tous les enjeux de DI. On a d'ailleurs une conseillère qui est juste dédiée à s'assurer qu'on adopte les meilleures pratiques et qu'on est aussi vraiment, comment dire, proactif au niveau de l'écosystème dans ce domaine-là. Et puis, on s'occupe aussi beaucoup des étudiants parce qu'on sait que les étudiants en recherche, ça a une énorme valeur. Et puis, surtout en intelligence artificielle, pas surtout en intelligence artificielle, mais il y a un énorme manque, en fait, et un besoin de talent. Donc, c'est vraiment important de s'assurer que la relève est connectée, puis qu'on peut travailler avec eux sur les projets d'intérêt. Donc, pour le pilier recherche, en ce moment, on finance 5 gros projets stratégiques qui ont été finalement lancés en janvier cette année. Donc, le premier qui a pour but finalement de rendre plus robuste les supply chains, je ne me souviens plus comment on dit ça en français. Chaîne d'approvisionnement. Merci. Les chaînes d'approvisionnement.
On en a un sur la biodiversité et les changements climatiques qui se fait entre autres avec Étienne Laliberté, qui travaille au jardin botanique. Donc c'est un projet vraiment tripant avec des drones et il va faire de la reconnaissance d'images à partir de la collecte des drones. On en a un sur la santé humaine et l'utilisation secondaire des données, donc qui est l'idée par le professeur Michael Chassé, qui est le directeur de Citadel au CHUM. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On a aussi un de nos projets qui est l'intelligence artificielle pour la découverte de matériaux et de molécules. Donc celui-là, il est l'idée par Yoshua Bengio, puis c'est intéressant parce qu'il ne se concentre pas juste sur la découverte de petites drogues dans le milieu de la santé, mais aussi comment fabriquer des nouveaux matériaux, donc au niveau plus physique. Mais comme c'est des problèmes similaires en intelligence artificielle, ça lui permet d'attaquer de front les deux problématiques. Ensuite, on en a un qui se fait au Tech 3 Lames, donc un institut sur l'expérience utilisateur, et qui est l'intelligence artificielle centrée sur l'humain, pardon, des algorithmes responsables à l'adoption en fait des algorithmes. Puis ces projets-là ont été identifiés par l'écosystème comme stratégiques pour finalement continuer à aller de l'avant et permettre de mettre l'expertise de nos chercheurs de l'avant au niveau national et international. Comme je vous le mentionnais plus tôt, donc on a très à cœur de s'occuper de nos étudiants. On a un conseiller aussi qui va s'occuper de toute la communauté étudiante. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est entre autres, il va faire des connexions avec les différentes associations étudiantes. Et on a même à l'interne un comité étudiant qui participe à nos activités et qui monte aussi des ateliers qui vont bénéficier à l'ensemble de la communauté étudiante. Donc, par exemple, ça peut être comment apprendre à bien communiquer son projet. Ça peut être aussi des ateliers sur l'EDI en intelligence artificielle. Maintenant, je vais vous présenter nos activités au transfert technologique. Ah, je vois qu'il y a une question peut-être. Ah non, ok. Donc, au niveau du transfert technologique, comme le disait Vanessa, on a une équipe de 14-15 conseillers. Et puis, il faut nous voir un petit peu comme votre GPS dans l'écosystème. Donc, ce n'est pas nous qui allons vous dire quoi faire, mais vous allez nous dire, moi j'ai ce projet, puis je veux me rendre là avec mon projet. Puis nous, on va être chargé de vous amener à bon port. Donc, comment on fonctionne au niveau du partenariat? Eh ben, en général, on va vraiment faire le lien entre les 3 parties prenantes qui nous sont vraiment déterminantes pour mener à bien un projet, c'est-à-dire le professeur, le partenaire industriel et les étudiants. On appelle ça notre triangle vertueux. Ensuite, comment est-ce que ça fonctionne? Finalement, on a souvent un industriel ou un professeur qui va nous approcher avec un projet. Nous, on va aller chercher le bon partenaire pour eux, on va l'identifier en fonction de notre compréhension du projet et des besoins en compétences. Ensuite, on va identifier des programmes ou des fonds pour dérisquer la recherche. Et ensuite, on va travailler avec toutes les parties prenantes pour s'assurer que la demande soit rédigée. On va communiquer avec les universités aussi. Donc, par exemple, dans le secteur de la santé, la plupart du temps, il faut travailler aussi avec les comités d'éthique, par exemple, pour s'assurer que toute cette partie-là soit faite. On travaille aussi avec le BRDV. Donc ça fait un petit peu partie de notre rôle. Et c'est assez apprécié en général parce que ça permet aux chercheurs et aux industriels de se concentrer plus sur leurs projets et moins avec les petits détails administratifs. On a aussi des programmes spéciaux pour l'entrepreneuriat. On en a 3, mais je vais surtout vous présenter le dernier parce que je pense que c'est celui qui a le plus d'intérêt pour vous. C'est Postdoc Entrepreneur. Donc, en fait, on va sélectionner des projets qui sont proposés par des postdocs et des professeurs et qui ont pour ambition finalement de lancer leur start-up.
Donc ça, on a fait un concours cette année. Donc la compétition de 2022 est terminée, mais c'est un programme qu'on aime beaucoup, puis qui donne naissance à de très belles startups comme Neural Drive. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un programme de neurostimulation pour les personnes finalement qui ont des problèmes moteurs. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, je vous encourage aussi à aller voir notre site. On fait aussi de la formation. Alors, même si on est relié à l'université, parce qu'on est vraiment affilié à l'Université de Montréal, HEC Polytechnique et Montréal Polytechnique, notre rôle n'est pas de prendre la place de l'université pour les formations. Donc, la majorité de nos formations ciblent les professionnels. Donc, on a tout un programme qui s'appelle de la donnée à la décision, qui s'adresse principalement aux ingénieurs qui veulent en apprendre plus, mais on en a quand même qui sont vraiment très pour les gens qui commencent aussi. Donc, on en avait un sur la visualisation des données, par exemple. On en a d'autres qui vont être spécifiques à certaines spécialités en intelligence artificielle, comme on avait des formations sur le NLP, le Natural Language Processing, donc qui est finalement la branche de l'intelligence artificielle qui permet de traiter automatiquement le langage. On en a aussi sur les systèmes de recommandation. Donc ça, c'est un petit peu comme dans l'exemple que je donne toujours, c'est sur Netflix. Je ne sais pas si vous utilisez cette plateforme, mais la plateforme va vous recommander finalement certains types de films en fonction des films que vous avez déjà aimés ou regardés dans le passé. Et là, il y a une image qui n'a pas chargé. Ah, mais voilà. Et donc, ce que je vous ai présenté, c'est notre programme qu'on donne de façon synchrone, donc plus on les a donnés en ligne pendant la pandémie, mais avant, on les donnait en présentiel. Mais on a aussi des MOOC, donc ça, c'est vraiment des cours en ligne. Puis ça, je vous en ai parlé. Par exemple, je vous avais parlé de la formation en interopérabilité, par exemple, que vous allez pouvoir retrouver, puis qui est accessible gratuitement. Donc, Ivado, on existe depuis 6 ans. Donc, quand on regarde tout ce qu'on a pu accomplir en 6 ans, on voit qu'on a réussi à connecter avec plus de 187 membres et partenaires. On a attribué 522 bourses à des étudiants, que ce soit au baccalauréat, à la maîtrise ou au doctorat. On a aussi soutenu la recherche en intelligence artificielle dans différents secteurs pour 41 millions de dollars. Le budget pour la santé est à peu près, pour des projets vraiment spécifiques à la santé, a été représenté à peu près un tiers de ce budget. Donc à peu près 12 millions de dollars. Et puis, on a permis finalement et soutenu plus de 540 projets de recherche collaborative. Récemment, puis Claudine est au courant, on a fait une demande, donc on a déposé notre candidature pour un Ivado 2 et on aura les résultats en 2023, pardon. Donc voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions?